Tu sais, nous, on avait mis à l'époque sur Totokos tous les deux, pour vous, le couple, c'est, je sais pas si tu te rappelles, oui. T'avais mis Grandir à deux. Et pour moi, on a vécu quand même des grosses montagnes russes. Je me sentais mais vraiment tellement nul. Je pense que tout homme, quand il choisit une femme, je te choisissais, je voulais t'offrir une belle journée. Pour les femmes, tu sais, robe de mariée, la famille, les amis, ce truc dans votre cœur. Et franchement, je me sentais mais vraiment tellement nul de pas pouvoir être cet homme, tu vois, qui te choisit devant du monde, devant tes amis et tout ça. Je portais une vraie honte de pas être capable d'être cet homme qui te fait vivre cette magnifique journée. C'est vrai que j'avais vu des beaux mariages et que je m'étais dit, oh bon, bah voilà, mon mariage, ce sera ci, ce sera ça. Là, je l'ai vécu comme un appel à la pauvreté. Si je peux offrir ça aussi au Seigneur, je sais à quel point, par moment, on est dans la vanité ou la mondanité. Le jour J, il a plu. Et là, je me dis, waouh, Seigneur. Ouais, donc tu attends vraiment un dépouillement de ma part. Je dis, bon, ben écoute, allez, je prends la voiture, je viens te chercher, parce que demain, ils vont bloquer les routes et tout. Et là, je me tape un aller-retour 800 bornes pour venir te récupérer. Du coup, j'arrive à Paris à 11h du soir. En attendant, tu préparais tes valises. Là, tu fais des sacs, tout ça. J'ai dormi chez toi. Le lendemain matin, on est tout de suite parti, on est rentré. Et quelque part, pour le dire comme ça, moi, j'aime de plus en plus, tu sais, le côté un peu chevaleresque, tu vois. On lui raconte et on lui dit, mais on a un gros doute parce qu'en fait, là, on est ensemble, on se fait vivre l'enfer, la vie est impossible, on comprend pas pourquoi. Enfin bref, on lui raconte tout, et puis il nous regarde comme ça, il dit, juste, vous êtes trop ensemble. Et là, on s'est regardé. On était déjà mariés, on a été morts de rire. On n'avait même pas capté qu'en fait, on était tout le temps ensemble. C'est du bon sens. C'est bon, on est parti? Ah, on est parti. Donc là, c'est notre 4e épisode. Ouais. C'est ça. On s'est dit qu'on allait faire la suite. Et les fiançailles jusqu'au mariage. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que j'ai déjà eu des feedbacks et des retours de personnes qui ont regardé la précédente vidéo. Je pense notamment à une personne, à Olivier, dédicace à toi Olivier, qui a dit mais en fait on a envie d'avoir la suite, on a envie d'avoir la suite. Et j'ai dit tu crois pas si bien dire, parce que justement on va faire la suite, mais on fait étape par étape. Donc tu sais, ça fait un peu storytelling. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc on va vous donner la suite. Ça pour fait ceux qui regardent la suite. Série télévisée. Alors déjà, ce qu'on peut simplement peut-être dire, c'est que pour juste resituer, on avait plein de points communs, plein de choses qui matchaient quand même entre nous. Moi, je pense que j'ai eu un crush assez rapide au sens où je te trouvais belle dans tous les sens du terme. Encore en âme et en esprit, voilà, je te trouvais très belle. J'avais appris à beaucoup te connaître à travers les vidéos, et puis après on a passé des week-ends entiers ensemble, et c'est vrai que ça, pour apprendre à se connaître, ça quand même, on passait à chaque fois 3-4 jours ensemble, et des jours pleins, complets, du matin au soir, et on échangeait beaucoup et on faisait plein de choses ensemble. Et donc les randonnées, c'est bien pour apprendre à se connaître, je trouve. C'est ça, des ascensions, faire des ascensions ensemble. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, une petite chose qui m'est apparue, c'est la distance. On a dû gérer cette distance quand même, qui était pas simple, parce que certes, on vivait des moments très forts quand on se retrouvait sur 3-4 jours, sauf qu'après, il fallait accepter qu'il y avait le manque, la distance, l'éloignement géographique, physique, pendant souvent 2-3 semaines, ce qui était quand même très long. Donc ça aussi, ça nous a éprouvé, ça a éprouvé le lien. Ça n'a pas toujours été facile à vivre. Moi, je peux témoigner que quelque part aussi, cette distance, cet éloignement réveillait en moi certaines blessures, certaines peurs, une forme d'insécurité que des fois j'avais du mal à vivre. Ah oui, c'est vrai. Donc il y avait ça, donc il y a eu des fois où ça s'est activé fortement chez moi. Voilà. C'est pour ça que ta sœur avait acheté la carte voyageur. La carte voyageur SNCF que je me suis jamais servi finalement. Dont tu t'es pas servi. Elle m'a jamais servi. Donc voilà. Qu'est-ce que toi tu voudrais dire déjà sur première chose qui Oui, c'est vrai, il y avait cette distance à gérer. En même temps, c'est vrai que ça n'a pas été très très long, mais je l'ai peut-être vécu différemment de toi. Ça n'a pas suscité les mêmes blessures, je pense. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait des blessures à gérer quand même, même si c'était ton côté, il faut quand même les gérer à deux. Donc, je pense qu'on va faire fiançailles. Fiançailles, oui, une demande en fiançailles que je te fais, on pourrait dire très rapidement. Même si en fait pour moi, je pense que c'était très juste de le faire à ce moment-là. En tout cas me concernant, là où j'en étais par rapport à toi, par rapport à nous dans la relation, et par rapport à déjà la connaissance que j'avais de toi. Voilà, on avait quand même beaucoup discuté depuis le mois d'août. On
on avait énormément discuté ensemble, on avait énormément échangé, on s'était déjà rencontrés plusieurs fois. On avait passé vraiment des jolis temps, on avait passé des vacances ensemble aussi, sur des semaines entières. Donc ça aussi, on apprend à se connaître. On partageait un petit peu le quotidien pendant ce temps de vacances, on est un peu plus proches. Puis je pense qu'on s'est quand même vite livré. Tu vois, en vérité, on était en vérité l'un envers l'autre. Il y avait quand même déjà les égos qui se confrontaient. Il y avait déjà... On s'était déjà activé un peu chacun. On avait commencé à avoir un peu les parts d'hommes, les mécanismes de défense de chacun. Je commençais aussi à avoir un peu ton caractère et ton tempérament. Toi, peut-être le mien aussi. Et voilà, donc demande en fiançailles. Puis il y a eu ce bel épisode de Noël. Où tu étais dans ta famille. Exact. Une petite anecdote sympa à raconter dans le sens... pour montrer que les blessures, elles peuvent s'activer. On peut se les activer tout seul aussi. Ouais, clairement, ouais. Donc oui, on peut raconter ça. Et juste peut-être aussi une chose à dire. Alors, donc ça, c'était avant les fiançailles. On était vraiment 2 mois après la rencontre. En tout cas, c'était avant de se fiancer. Mais je t'avais fait la demande et quelque part, tu l'avais accepté. Et on avait déjà plus ou moins discuté avec le père Verlaine. On avait prévu déjà qu'on faisait ça en janvier, je sais pas si tu te souviens, au sortir de ta retraite de guérison de la famille Saint-Joseph. C'est vrai. On avait déjà calé ça. Mais juste aussi une chose que je veux dire, c'est que moi, avant de te rencontrer, si tu veux, j'étais vraiment convaincu que j'avais dépassé les enjeux de la dépendance affective. Parce que j'avais appris à être quand même vraiment bien dans mon célibat. Voilà. Donc t'avais encore cette croyance que la dépendance affective se dépasse dans le célibat. En tout cas, j'avais compris une chose, c'est qu'on peut pas être bien avec l'autre, on peut pas aimer l'autre si on s'aime pas soi-même. C'est quand même, on doit être premier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc tu dois t'aimer un minimum avant de pouvoir aimer ton frère. Et voilà, donc moi j'étais convaincu que j'avais fait tout le travail de préparation et tout. Et en fait, rapidement, ça m'a pété à la gueule que en fait, tout ça se répare dans le lien. Et que forcément, je me remettais en lien, mais ça réactivait quand même des choses. Et après, oui, c'est le lien qui nous a guéri, réparé, restauré. Petit à petit, ça a pris du temps parce qu'on s'est beaucoup activé. C'était drôle parce que moi, je te disais, bon, moi, il reste encore de la dépendance affective. Je sais où j'en suis. Toi, tu me dis, non, moi, c'est bon, c'est réglé. Ouais, je me suis un peu illusionné. Je pensais que c'était bon après ce énième travail sur moi. Bref, et puis oui, cette anecdote, c'est, voilà, on passe pas Noël ensemble, c'était notre premier Noël, tu passes en famille, je passe moi dans la mienne. Moi, j'étais allé voir ma sœur en Belgique. Et en fait, jusqu'à présent, on s'appelait régulièrement, pas peut-être tous les soirs, je sais plus exactement, on s'appelait régulièrement, donc on entretenait ce lien, en fait, on le nourrissait, malgré la distance, quand t'étais à Paris et tout ça. Et là, on se dit qu'on s'appelle, et puis en fait, j'arrive en Belgique, j'essaie de te joindre, j'arrive pas à t'avoir, et puis j'ai pas de nouvelles de ta part. Je crois que j'aurais essayé encore une fois. Je sais même plus si je te laisse un message ou pas. Et puis, en fait, je suis hyper surpris. Je n'ai pas de nouvelles de ta part. Et ça dure 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et en fait, ça commence à m'activer vraiment dans mes insécurités du lien. Non pas que je me dis, ça y est, remet tout en question, elle va me quitter. Pas du tout. Mais d'un point de vue émotionnel, ça me mettait dans une espèce ça réactivait ma blessure d'abandon. C'était un truc de fou, hein. Pourtant, j'étais avec ma fille, avec ma famille, avec ma sœur, avec ma mère. Enfin, je veux dire, il y avait du monde autour, hein. J'étais pas tout seul. Mais ça a activé un truc. Et surtout, pour moi, il y avait un bug parce que je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas que j'avais pas de nouvelles. Je te laissais des messages, j'avais pas de retour et tout ça. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça fait 3-4 jours, j'ai plus de nouvelles. Et puis, après, on a réussi à savoir, alors je sais plus comment. Tu vois, à un moment donné, on a réussi à s'appeler. Et en fait, je me suis rendu compte que je tapais mal le numéro. Parce qu'en fait, j'étais en Belgique, donc il fallait que je mette comment on appelle ça, là, oui, le numéro des plus, là, les préfixes, là, ouais. Et en fait, je me plantais, je rajoutais un 0. Et en fait, ça déconnait. Donc, ça sonnait. Je tombais jamais sur ton répondeur. Et moi, je pensais que tu voyais mes appels en absence. Je me suis dit, elle voit mes appels en absence. Et elle me rappelle pas, mais voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que je me plantais. Donc après, j'ai fait le bon numéro. Je t'ai eu au téléphone. Là, tout de suite, tout se resécurise. Et après, je trouvais ça hyper intéressant parce que pour moi, je me suis dit, c'est génial, ça met en lumière là où t'en es aujourd'hui. Tu vois, dans l'attachement que t'as à Miranda, voilà, t'as encore des choses à guérir. T'as besoin de sécurité dans cette relation. Le lien, il reste pour toi, il reste très fragile dans ton affectivité. Donc pour moi, ça m'a quand même déjà montré mes limites, mes fragilités, mes pauvretés. C'était franchement pas cool à vivre, surtout pendant cette semaine de vacances de Noël. Ça m'a vachement perturbé. Ça a duré que 2 jours, 3 jours, même pas. 3-4 jours, je pense. Ouais. 3-4 jours. Et ouais, je me rappelle, c'était...
Après, je me suis pas empêché de vivre, tu vois, j'ai profité de mes vacances, mais quand même, il y avait... Oui, ta sœur m'a dit, oula... Il y avait toute une part de moi qui était perturbée, j'étais pas tranquille avec ça, tu vois, il y avait une part en moi, c'est vraiment le cas, il y avait une part en moi qui, quand j'y repensais, j'étais pas bien avec ça, parce qu'en plus, j'arrivais pas à mettre du sens, j'arrivais pas à comprendre ce silence, cette absence de réponse qui était pas du tout en adéquation avec tout ce qu'on avait construit ensemble depuis quelques mois, et voilà, Bon, de mon côté, je passais Noël qu'avec ma mère et je chantais pour l'église. Voilà, je crois que j'avais plusieurs interventions pour Noël dans l'église. J'avais la liturgie en charge, des chants de Noël. Et c'est vrai que j'avais essayé de t'appeler, je crois, une fois ou t'envoyer un petit message ou quoi. Et je me disais, bon, ils m'appellent pas trop, je pense, parce qu'ils sont beaucoup en famille. Et quand on est en famille, on n'est pas du tout disponible. Il y a toute sa famille, donc je vais pas trop l'embêter. Ça doit être repas sur repas, il doit pas avoir trop le temps. Enfin bref. Donc je me posais pas trop de questions. Et en fait, c'était pas du tout ce qui se passait de l'autre côté. Tu essayais de me joindre et tu n'y parvenais pas. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Du coup, fiançailles. Donc on se fiance dans la pure intimité. Une chapelle, un prêtre. C'était beau ça, hein? C'était très beau, c'était acheter des bagues qu'on avait acheté ensemble, je sais pas si tu te souviens, on était allés les acheter ensemble. Moi j'ai découvert ça, les fiançailles, c'est pas du tout mon éducation. On se fiance et tout, moi je suis pas du tout dans ça. Mais j'ai découvert ce que représentaient les fiançailles, tu vois, dans ce chemin, dans cette étape, et puis que la symbolique qu'il y a dedans, et ce que ça représente en termes d'engagement, de pré-engagement, en vue d'un discernement. Alors, c'est quoi la symbolique pour ceux qui nous écoutent? En fait, le temps de fiançailles, c'est un temps, on pourrait dire, de préparatoire au mariage, mais aussi préparation au sens, ça veut pas dire on va se marier, ça veut dire on discerne ensemble, a priori, le projet est compatible, ce projet de vie, cette vision, a priori, en tant que personne, on a envie de cheminer ensemble, donc ça y est, on a appris à se connaître, voilà, cette personne, on a envie de cheminer avec elle, mais on se donne encore un temps, et on se donne des moyens pour vraiment poser un discernement. Pour que, au moment où on va décider de se marier, donc échanger ses consentements, c'est-à-dire s'engager, mais pleinement, engager toute notre aide, toute notre liberté dans cette vie donnée, dans ce mariage, dans ce sacrement du mariage, mais il y a ce temps de fiançailles. Et du coup, moi j'ai découvert, c'était la première fois que je le vivais, et j'ai trouvé ça très beau, parce que pour moi c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Alors après on va en parler, c'était des montagnes russes, mais toutes ces montagnes russes ont préparé un temps de discernement. Et j'ai trouvé ça très beau. Déjà, cet échange des alliances, je trouvais ça quand même, c'est très beau. Bon, en plus, on l'a fait à la chapelle là où je me suis converti, où j'ai rencontré Dieu. Donc pour moi, il y avait quelque chose de très beau. Toi, tu sortais d'une retraite de guérison intérieure à la famille de Saint-Joseph, la famille dans laquelle je suis familier. Bon, pour moi, il y avait quand même des choses qui étaient très belles dans tout ça. On a été quand même bénis parce qu'il faut le dire, c'est une bénédiction qu'on reçoit, c'est pas un sacrement les fiançailles, c'est une bénédiction, mais par le prêtre qui nous a aidés tous les deux à arriver dans le christianisme. Toi comme moi, on était dans le New Age, hein, chamanisme, Reiki, tout ça. Donc je trouvais quand même symboliquement, il y avait un petit clin d'œil de Dieu qui était passé par ce prêtre, et puis là c'est ce prêtre qui nous faisait cheminer vers ce don, vers cette ouverture. Finalement, on répondait à notre appel. Donc voilà, je trouvais ça très beau. Alors, faut savoir que les fiançailles ont eu lieu presque 3 mois après notre rencontre. Je crois que c'était ça. Et à mon souvenir, c'était la recommandation de pas mal de personnes dans l'église. Je crois que ton accompagnateur spirituel disait il faut pas traîner pour les fiançailles. Et quand on est sorti des fiançailles, il nous a félicité. Il nous a dit 3 mois pour poser la date de mariage, sinon vous arrêtez les fiançailles. Ah ouais, il est exigeant, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et aussi, il y avait Arnaud Dumouche qui m'avait dit, normalement, à votre âge, à ton âge, Mirana, tergiverse pas. Il n'y a plus besoin de tergiverser, vous savez ce que vous voulez, vous vous connaissez, vous vous dites vraiment qui vous êtes. Il racontait toujours cette anecdote d'une femme qui dit, moi je suis quelqu'un d'angoissé. Et en fait, le mari dit, moi pas du tout. Donc en fait, ils ont foncé vers le mariage. Et il me disait, voilà, passé un âge, on se connaît, on peut dire à l'autre qui on est, il accepte pas. Et puis on fonce vers le mariage, on sait ce qu'on veut. Du coup, ça me semblait assez logique qu'on engage les fiançailles et qu'on planifie le mariage. Mais là, les choses se sont corsées parce que on s'est donc fiancés en janvier et en mars, il y a eu le confinement. Ouais, il y a eu le Covid, et juste aussi, faut dire une chose, c'est que toi comme moi, on avait prévu dans notre cheminement, dans ce qu'on s'était imaginé, dans notre projet, dans notre préparation, que on s'était dit qu'en fait, on n'habiterait pas ensemble tant qu'on n'était pas mariés.
parce que on avait expérimenté, toi comme moi, dans nos vies passées, que en fait, habiter ensemble, c'est déjà un méga engagement, d'une certaine manière. Et on s'était dit qu'on se gardait, on se préservait de cette vie de couple, de vivre ce quotidien, cette intimité, cette proximité. Alors, on le vivait de façon périodique, sur des week-ends, sur des vacances, tout ça, faut quand même expérimenter le vivre avec l'autre, c'est important. C'est pas, on se voit que pour boire des cafés, puis du jour au lendemain. Ouais, il faut la vraie vie. Faut quand même expérimenter. Mais on s'était dit ça. On s'était dit vraiment, on avait tracé un chemin où on s'était dit, voilà, on n'habitera pas ensemble tant qu'on n'est pas mariés. Puis il y a eu la question, voilà, du Covid. T'habitais à Paris, j'habitais dans le sud. Toi, en plus, t'étais dans un petit studio, alors t'aurais peut-être pu aller chez tes parents, mais en tout cas, on s'est dit, on sentait en plus que ça allait durer un moment. On pressentait ça. Et c'est vrai que, moi, je me rappelle, je me suis dit, mais là, si on part pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois sans se voir, ça va être compliqué. Et donc, bah, c'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Comment on le vit? Et puis, du coup, bah, on a décidé un peu in extremis. Moi, je me rappelle, à l'époque, finalement, j'avais envie que tu viennes me rejoindre. Je sais pas si tu te souviens un peu de ça, mais je voulais pas te forcer, tu vois. Je voulais pas te dire, allez, viens. Je voulais que cette décision, elle se fasse libre et ensemble. Parce que c'était aussi pour moi un discernement, ça allait à l'encontre de ce qu'on avait prévu. Et je voulais pas forcer parce que je connaissais mes travers de gros dépendants affectifs contrôlants qui cherchent un peu à posséder l'autre. Donc, je me suis dit, je lui laisse sa liberté. Et on abordait des fois ces sujets, mais jamais, toi, ça te venait à l'esprit de dire, ouais, mais je pourrais venir te rejoindre et tout ça. Surtout que j'ai une maison, il y a une chambre, on peut chacun avoir quand même de l'espace, tout ça. J'avais un jardin, un extérieur, il y a la garrigue autour de chez moi. Donc, bon, le lieu se prêtait quand même assez bien à pouvoir vivre ce confinement, peut-être plus qu'à Paris dans ton studio. Et je me rappelle, on n'arrive pas à décider ensemble. Moi, d'ailleurs, ça m'active un peu, je m'énerve un peu, je me sens un peu... je me demande si vraiment t'as envie d'être avec moi. Enfin, tu vois, ça active des choses chez moi, des blessures, des choses comme ça, de l'insécurité. Et en fait, je crois la veille où Macron a annoncé le confinement, on a une discussion le soir et je te dis, écoute, voilà, Mirana... C'est ta sœur qui te dit, mais tu lui as pas demandé simplement, demande-lui simplement. Vrai, cet élément. C'est vrai, un truc comme ça, j'avais dit à ma sœur, mais je comprends pas. On dirait qu'elle s'en fout, qu'elle préfère aller chez sa mère, alors qu'à un moment donné, il vaut mieux qu'elle vienne avec son chéri, comme ça on apprend à se connaître et tout ça. Et elle me dit, voilà, bah, demande-lui, donc je crois que c'est ce que je fais. Et je t'envoie un message où je t'appelle, ça j'arrive plus à me souvenir, genre l'après-midi, et je te dis, bah écoute, voilà, Mirana, sache que si tu veux venir, moi ça me ferait plaisir et tout ça. Et là, je te le dis de manière peut-être plus explicite. Et en fait, tu me dis, ouais, bon, bah ok, d'accord. Et on savait déjà que les trains, tout était booké. Je sais pas si tu te rappelles. C'était horrible. Tous les TGV, tout était booké. L'ambiance était mortifère quand même. Et là, je te dis, bon, bah écoute, je me rappelle, c'était vers 16h, 16h15, 16h30. Je dis, bon, bah écoute, allez, je prends la voiture, je viens te chercher parce que demain, ils vont bloquer les routes et tout. Et là, je me tape un aller-retour 800 bornes pour venir te récupérer. Du coup, j'arrive à Paris à 11h du soir. En attendant, tu préparais tes valises. Là, tu me fais des sacs, tout ça. J'ai dormi chez toi. Le lendemain matin, on est tout de suite parti, on est rentré. Et quelque part, pour le dire comme ça, moi, j'aime de plus en plus, tu sais, le côté un peu chevaleresque, tu vois, côté vertueux, très noble du chevalier, tu vois, tel que je me le représente. Et pour moi, c'était un peu ça, tu vois. Alors, ma monture, c'était ma voiture. Mais du coup, voilà, j'allais chercher ma douce à Paris. Et d'ailleurs, quand j'avais annoncé ça à des amis, ouais, j'ai fait un aller-retour à Paris. Ils m'ont dit, putain, franchement, et tout. Et là, on se retrouve du coup à vivre une vie de couple. Et en plus, même pour les couples qui étaient mariés, qui vivaient ensemble, qui avaient une vie de famille, ça a été très difficile, faut le dire. Hein, c'était très difficile parce que, en fait, c'est comme si toutes les fuites que les gens avaient mis en place, fuite dans le travail, fuite dans l'hyperactivisme et tout, là, ça nous a obligés, cette crise, en fait, elle était salutaire d'une certaine manière, parce qu'elle nous a obligés à ralentir, à nous mettre face à nous-mêmes, face à notre vie, notre existence. On s'est retrouvés à vivre, partager un quotidien comme une vie de famille, surtout qu'il y avait mon ado qui venait 15 jours, tous les 15 jours, tu te rappelles, on avait fait ça comme ça. D'ailleurs, je t'avais demandé que la première semaine, enfin, que la première quinzaine, on la passe seule parce que je me sentais pas. Pour apprendre. Je me disais, d'abord, il y a le couple et ensuite, la belle-fille, je me sentais pas. Et je me rappelle sur le moment, tu m'avais regardé, ah oui, mais je vais dire quoi à ma fille, je t'en supplie, ça fait trop. Ouais, c'est ça. D'autant plus qu'on n'avait pas le même rythme. Toi, t'avais quitté ton travail, donc lui, il était en mode Club Med, et moi, j'avais 2 boulots, donc c'était pas possible, on n'était pas du tout sur le même rythme, et ça aussi, je pense, ça a été difficile pour toi, parce que moi, j'étais quand même occupée. Ça a été extrêmement difficile, comme quoi, des fois, sur le moment, j'étais hyper content que tu puisses venir et partager le quotidien à tes côtés, et en même temps, moi, c'était une période où j'étais en train d'être en arrêt maladie
pour obtenir une rupture conventionnelle, tout ça. Donc je voyais que j'allais quitter mon boulot, mais que ça allait prendre du temps de mettre en place cette rupture. Donc je savais que là je partais pour plusieurs mois possiblement à plus travailler. Qui dit plus travailler dit je me lève pas le matin avec j'ai des choses à faire, j'ai une mission, je me sens utile, je suis en lien avec des gens. Je me retrouve à la maison, toi t'es quand même très occupé. Donc alors que moi à ce moment-là, je me sens hyper fragilisé à cet endroit-là. J'ai plus de vie sociale, plus du tout. Niveau vie professionnelle, j'ai plus rien parce que je suis en train de tout remettre à zéro. Tu savais pas où tu allais. Je savais pas où j'allais encore. J'étais vraiment en mode je quitte la boîte, conflit de valeurs, boîte d'actionnaires, conflit de valeurs. On est plus à parler fric, efficacité que la santé des patients et tout ça. Donc moi, vraiment, je me retrouvais plus. Donc pour moi, c'était vraiment ok que je quitte. Mais effectivement, ça, du coup, je me levais le matin, j'avais pas de but véritable. J'étais en arrêt maladie, fallait que j'attende d'obtenir la rupture pour passer à autre chose. Et effectivement, alors on partageait pas du tout des mêmes réalités, tu vois, d'une certaine manière. Donc c'est vrai que ça a été très difficile parce que moi j'étais beaucoup en attente de vivre la relation et d'y consacrer beaucoup de temps. Là où toi, t'avais tes accompagnements, t'avais pas mal de choses par rapport à ton boulot. Et donc c'est sûr que ça aussi c'était quand même compliqué. Ça a généré, on peut le dire, beaucoup de conflits, de frustrations, de souffrances, de reproches. Probablement aussi, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'il y avait pas mal de ça. Donc là, en fait, il se passe plusieurs choses, en d'autres termes. David arrête son travail. Donc vous voyez, on est en temps de fiançailles et il a plus de boulot. Donc ça, les prêtres, le prêtre, il avait un peu sursauté. Ouais. Il avait dit waouh, attention. Il préfère quand tout est stable et qu'on pose tout ça pour la vie de famille. Donc déjà, il y avait un petit peu ça qui était au-dessus de nos têtes, comme une épée Damoclès. Et aussi, ce que je voulais dire, on a parlé du fait qu'on ne voulait pas vivre ensemble avant le mariage. On va l'expliquer en termes plus psychologiques que spirituels. Bien sûr, il y a des raisons spirituelles. L'Église vraiment nous encourage pas à faire ça. Mais on avait aussi compris l'aspect psychologique. C'est qu'en fait, à partir du moment où on se donne dans le quotidien, c'est un peu comme si on se donnait physiquement, charnellement. Quand on se donne, on a plus tendance à vouloir que l'autre nous donne autant que ce qu'on donne. Donc, c'est-à-dire que là, je déplace mes affaires chez lui. Lui, il m'accueille chez lui. Il perd quelque chose. Je perds quelque chose. On perd notre liberté. Des libertés. On perd certaines libertés. On gagne une autre liberté, celle d'être ensemble. Mais du coup, lui, par rapport à ce qu'il m'offre, il attend quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Et moi, par rapport à ce que je suis en train de lui offrir, j'attends quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Et c'est pour ça que vivre ensemble, souvent ça soulève beaucoup de conflits, parce qu'on se dit, attends, je suis en train de me donner à toi et t'es pas en train de donner ce à quoi je m'attendais. Ouais. Et pareil de l'autre côté, et en plus généralement on pose pas à plat les choses. Et voilà, ça crée cette tension qui dit, j'ai perdu une liberté pour toi et tu me donnes pas mon change en fait. J'ai pas ce que j'attends en retour. Voilà, juste pour dire ça, parce que bien sûr, il y a les raisons spirituelles qui sont à peu près les mêmes. C'est soit on se donne pleinement, on donne tout, soit on donne rien. Voilà. C'est pas un entre-deux. Là, pour l'avoir expérimenté ensemble, toi et moi, en vrai chemin de discernement, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas réellement ajusté. Bon, en plus, encore une fois, le Covid, on vivait à la colle. Je veux dire, on pouvait même pas sortir de la maison, donc on vivait H24 ensemble. D'ailleurs, il y a même plein de couples qui ont pété. Enfin, c'était très compliqué, et en fait, on a vu que ça manquait en fait de liberté, d'espace. On partageait ce quotidien tout le temps ensemble, alors que c'est tout le temps de discernement jusqu'au mariage, c'est un moment où on doit rester libre et pleinement libre. Là, on n'était pas libre du tout. C'est-à-dire que même à un moment donné, si on a besoin de prendre de l'espace, tu vois, que chacun devait se retrouver ou aller voir, on pouvait pas, mais faire autre chose que s'occuper du couple. En fait, là, on était tout le temps dans le couple. D'une certaine manière, Sachant que en plus, moi, je travaillais, donc si tu veux, tu m'entendais travailler. Voilà, chacun perd un peu sa tranquillité. Ouais, c'était ça. Donc c'est vrai que c'était pas ajusté. D'ailleurs, après, ce qui s'est passé, c'est quand les Covid se sont un petit peu arrêtés, le prêtre qui nous accompagnait, qui nous a beaucoup aidé à mettre beaucoup de conscience. Franchement, il nous a aidé à mettre beaucoup de conscience dans notre démarche, dans la vie affective, dans la volonté, affectivité, les différentes étapes. C'est sûr qu'il a vu que beaucoup de difficultés qui ont commencé à apparaître, elles ont apparu parce que justement on a commencé à vivre ensemble, vraiment. Mais c'est pas au sens que vivre ensemble a mis en lumière des choses qu'on n'avait pas vues. C'est plus d'avoir mis ce contexte-là à ce moment-là a entraîné vraiment des difficultés. Et puis c'est vrai que le fait que moi
j'avais plus de boulot, ça m'a quand même vachement fragilisé. Je pense que tout homme, enfin toute personne déjà, ça va la fragiliser. Je savais pas où j'allais. Voilà, on est là, on est en train de construire une vie de famille. Moi, jusqu'alors, j'ai toujours eu une vie très carrée, tu vois, le boulot, le CDI, la bonne boîte, les bons avantages, une bonne sécurité, je suis propriétaire de ma maison, tout va bien. Puis là, en fait, je suis en train de construire une vie de famille, à me projeter. Et en fait, ça y est, je retombe dans une espèce d'insécurité. C'est fou d'ailleurs, quand on y repense, c'est un peu fou. Et c'est vrai que ça, c'était... à ce moment-là que t'as lâché le filet. Ouais, c'était au moment. Alors que moi, je me disais justement, juste avant de me mettre dans la démarche, c'est cool, j'ai une bonne situation, quoi. Je suis propriétaire de ma maison, bon, j'ai déjà une fille, donc j'ai eu une vie avant. Voilà, j'ai tout bien préparé, j'ai le bon boulot, le bon CDI, tout va bien. Et je me suis pas du tout interposée entre toi et ton choix, en fait. Hein. C'est vrai que j'ai même pas eu trop peur, parce que je pense que je vis un peu comme ça. Mais j'étais à l'écoute des prêtres qui disaient c'est quand même une situation un peu fragile. Et en effet, le prêtre avait remarqué qu'on avait beaucoup de conflits liés à cette perte de liberté. Et donc, il nous a simplement encouragés à retrouver une liberté. Donc, moi, j'ai dû trouver un petit studio dans le sud parce que, ça y est, j'étais quand même convaincue. Enfin, c'est vrai que j'étais quand même convaincue qu'il fallait quitter Paris et qu'il fallait se rapprocher. C'était pas évident non plus, de se dire, bon, allez, je trouve un studio dans le sud. Bon, la grâce a fait que j'ai trouvé. Et que c'était très sympa. Mais il a vraiment tenu à ce que chacun retrouve un espace. Et c'était ça qui allait favoriser un mariage libre et conscient, comme on dit, libre et éclairé. Parce que du coup, pour cheminer jusqu'au mariage, on avait trop de conflits. Il y avait quelque chose qui manquait de paix. Et c'était lié à ce manque de liberté, au fait qu'on s'était confinés ensemble. Et c'était bien. Enfin, je me rappelle quand on est sorti du rendez-vous et qu'il nous a dit... Là, il faut que Mirana retrouve un studio. C'est vrai que sur le moment, on s'est dit, oh putain, c'était une déchirure. On l'a vécu comme si c'était un échec, alors qu'en fait, pas du tout. Et on s'est regardé, on a dit, non, mais en fait, il a vraiment raison. On a été dans l'obéissance, mais l'obéissance pas servile, l'obéissance du sage qui voit bien ce qui se passe. Il comprenait bien parce qu'il est très fait en psychologie. Il voyait ce que ça activait d'un point de vue psychologique et spirituel, et les deux étaient liés. Effectivement, il a dit là, il faut que vous retrouviez chacun votre liberté, votre vie. Justement, parce que là, c'est comme si... D'ailleurs, je crois qu'il nous l'avait dit un peu comme ça. Il a dit là, aujourd'hui, je vous marierai pas si c'était dans cet état-là. Vous n'êtes pas libre. En fait, on s'était attachés. Et après, tous les deux, on a des grosses blessures d'attachement. Et en fait, ce confinement avait mis en place des choses dans nos blessures d'attachement. On s'est beaucoup activé. On s'était même coincé. Quelque part, être sous le même toit, ça nous rassurait. Et en même temps, on n'était pas libre. Et en même temps, on voulait que l'autre se donne pleinement. Mais c'était pas encore l'heure, puisqu'on n'était pas mariés. Vous savez, ces petites choses qu'on attend de l'autre. Finalement, dans la période de fiançailles, on peut pas les exiger non plus dans le mariage, mais c'est gênant parce qu'on se donne pas pleinement non plus. Enfin, l'autre est toujours très libre. Après, dans le mariage, c'est vrai qu'on a des obligations, mais voilà, l'autre est vraiment très libre. Donc voilà. On peut quand même dire que on a vécu quand même des grosses montagnes russes. Alors, à la fois qui peuvent s'expliquer à travers ce qu'on vient de dire là, mais aussi par rapport à nos blessures de l'enfance. Mais aussi nos blessures de nos relations passées, c'est-à-dire que on apprend à être un peu méfiant, tu sais, quand on a l'impression qu'on a été trahi, trompé. Forcément, on n'est pas innocent, on n'est pas neutre, et je pense qu'on s'est beaucoup tous les deux testé quelque part. Testé. Et puis en fait, on était d'une certaine manière aussi, on s'est quand même beaucoup insécurisé, alors que pour autant, d'un point de vue du projet, de la volonté, des actes et tout ça, on était vraiment, on avançait quand même vraiment bien. Chacun était responsable, chacun a pris sa part. On a vraiment cherché à avancer, on s'est donné les moyens et tout ça. Mais d'un point de vue affectif, émotionnel, il y avait quand même nos blessures, il y avait des fragilités. On avait des mécanismes de défense qui étaient très forts, on a tous les deux des tempéraments quand même très très forts. Donc il n'y en a pas un qui arrondissait les angles. Et quand même, on a vécu plusieurs fois des montagnes russes, faut le dire, où je pense que, honnêtement, on le dit souvent, mais je pense que plus d'une personne aurait arrêté largement avant le quart du dixième de ce que nous on a vécu. Mais voilà, et en même temps, si tu veux, on était empêtrés dans nos parts d'ombre, dans nos mécanismes de défense, pour pas dire même dans notre reptilien qui se sentait toujours en danger, et voilà. Donc on a essayé de se dépatouiller. Je pense qu'au fond de nous, on savait qu'on traversait aussi nos léviathans. Chacun avait ses léviathans de son passé. Moi, j'avais déjà eu une période de fiançailles.
Ça s'était fini de façon complètement tragique. Donc c'est sûr que là, quand je voyais que les choses piétinaient, et en plus t'avais pas de boulot, et c'était une situation que j'avais aussi connue bizarrement, tu vois, petit à petit, et ça faisait naître des problématiques. Et puis effectivement, il y a eu ce problème de la date du mariage, où David, il va mieux le dire que moi, mais David avait vraiment peur d'inviter trop de personnes. Pour lui, se confronter à une masse de personnes qui ce jour-là le regardent, c'était pas possible. Et en même temps, conflit de loyauté, comment je vais faire pour dire à mes potes que je les invite pas? Ah, ça a été, et franchement... moi, j'en pouvais plus. C'est-à-dire que j'en pouvais plus. Je me disais, bon, même si on invite 10-20 personnes qu'on le fasse, ce mariage, il a fallu un petit peu que aussi je fasse le deuil du mariage que j'avais imaginé, mais bon, ok. Et la question, c'est quand est-ce que tu vas accepter que tu as à ce moment-là une phobie sociale qui a été dépassée par la suite, mais à ce moment-là, tu l'avais encore. Et tu ne supportes pas, ne serait-ce que l'idée qu'on te regarde une journée en tant que marié. Ok, super, t'avais jamais fêté d'anniversaire, bon jusque-là non plus, toujours pas. On attend tes 50 ans, je rigole. Et puis en même temps, la peur de dire à ses amis, en fait, je vais pas vous inviter, j'invite que les témoins et leurs familles. C'était compliqué et on est resté un petit moment bloqué. Ouais, c'est vrai que ça a été... Ça a vraiment pas aidé notre relation. C'était horrible. Vraiment pas. Toi, ça t'a tellement sécurisé parce que t'avais déjà vécu un homme. Moi, j'avais déjà vécu j'ai pas de situation solide et je suis pas fort pour aller vers le mariage. Je savais plus où on en était. C'est pour ça que je dis que quand même, on s'est beaucoup activé parce qu'on avait tous les deux dans nos expériences passées. Toi, t'avais déjà été avec un homme qui avait pas de situation pro, donc qui était pas autonome d'un point de vue financier et qui n'arrivait pas à s'engager, tu vois, dans le mariage, et il remettait en question, mais en fait, je sais pas si c'est ça, et nanani. Et c'était très dur pour moi de savoir si, et ça, je me rappelle, à un moment donné, le prêtre, il m'a dit, je peux vous parler, Mirana, était sorti du lieu, parce que j'avais vraiment besoin de dire, qu'est-ce que vous sentez, vous? Est-ce que c'est lié à moi, mais il n'arrive pas à le dire, ou c'est vraiment une phobie sociale extérieure à moi? Il m'a dit, j'ai l'impression que c'est extérieur à vous, mais moi aussi, je peux avoir une partie de doute, voilà. Donc c'était très dur. Il y a des moments je me disais en fait ça cache un autre truc, je vais rester bloqué combien de temps Bon là c'est la foi qui nous a sauvés. Ouais, puis c'est vrai que c'était pour moi ça a été vraiment une période humiliante, vraiment pour l'homme que je suis, le côté viril de l'homme que je suis. J'ai été humilié dans ma pauvreté. Entre celui qui prend sa monture et va chercher sa belle à Paris et fait l'aller-retour, et celui qui ne parvient pas à offrir un mariage gigantesque ou j'en sais rien, comme on peut parfois dire que les femmes en rêvent. Je pense qu'en effet, t'as été humiliée. C'était difficile et moi je savais dans mon cœur, alors toi après t'as eu des doutes, mais je te le disais d'ailleurs, mais forcément tu doutais, c'est normal, je peux comprendre, mais je disais, Mirana, vraiment, c'est pas la peur de m'engager. Parce que des fois, il y a des gens, ils ont peur de s'engager. Tu sais, peur de me tromper, peur de pas être à la hauteur. Non, pas du tout. C'était la peur de vivre. C'est vrai que j'avais demandé au prêtre aussi, c'était cette question. Est-ce que c'est greffé, c'est masqué? C'est ça. Mais je savais, alors là, vraiment, j'avais même fait des séances et tout pour essayer de débloquer la peur de la phobie sociale, de vivre le jour même, tu vois, avec des visualisations, avec tout ça, prendre l'enfant qui est complètement angoissé, l'amener dans un lieu sécure. J'ai fait plein de trucs, même au niveau thérapie, j'ai remis tout ça dans la prière et tout. Malgré tout, voilà, j'étais un peu bloqué. J'étais allé voir Malika à l'époque, j'ai fait des séances avec Malika pour travailler là-dessus et tout. Et moi, c'était humiliant pour moi parce que j'avais tellement envie de pouvoir enfin m'engager, te choisir et, tu vois, et m'engager dans ce mariage et pouvoir... Je me rappelle, tu me disais, mais je savais pas que j'avais ce blocage. Tu l'avais pas anticipé. Je savais pas. Si tu veux, j'ai toujours eu alors maintenant on appelle ça une anxiété sociale, mais j'ai toujours eu une phobie sociale de tout temps, si bien que j'ai jamais réussi à fêter un anniversaire, si bien que toutes les fois où je devais prendre la parole en public, même devant 5 personnes, dès que je pouvais faire une petite dérobade et pas le faire, j'évitais plein de situations dans ma vie pour pas m'y confronter. Et là, j'étais forcément obligé. Et c'était pas tant, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'était pas tant un conflit de loyauté véritablement avec mes amis, mais comment je vais leur dire et tout, même si, en fait, c'était plus que j'avais honte parce que c'était humiliant pour moi de devoir leur dire que j'avais une phobie sociale. Et quand j'ai essayé de le faire à 2-3, les gens qui comprennent pas la psychologie comprennent pas ce truc-là. Je me rappelle, j'avais dit à des amis proches, oui, mais c'est bon, écoute, au pire, t'as 1 ou 2 mois pour te préparer, ça va passer. Non, je crois que tu comprends pas où j'en suis. Voilà. Et en fait, ça aussi, ça m'avait blessé de voir qu'il y avait pas le bon soutien et la compréhension fine de là où j'en étais. Donc pour moi, c'était aussi ça. Je me suis dit, ils vont pas comprendre. Mais c'était pas la loyauté. Et surtout, c'est que
dans un idéal, je rêvais qu'il y ait tous mes amis, parce que pour moi, c'était une célébration. Je voulais tellement le vivre de cette belle manière et d'être, qu'on soit toi et moi, un témoignage de notre amour auprès de tous les gens que j'aimais, qui avaient beaucoup contribué aussi à être devenu l'homme que j'étais. Toi, tous ces amis que j'ai côtoyés pendant 1 an et demi, toutes ces familles, ces gens mariés qui m'ont édifié, que j'ai modélisé. Je me suis fait proche d'eux. Ils ont été dans ma traversée du désert. Ils ont été là. J'ai compté. Enfin, ils ont compté pour moi. J'ai pu m'appuyer sur eux. Bah, c'est sûr que de me dire qu'en fait, mon mariage, je le vivrais, mais sans eux, pour moi, je devais accepter cette humiliation totale. Et ça, c'était difficile. Et je sais pas si tu te rappelles, c'est en ça que j'étais aussi très ambivalent. Parce qu'après, c'était bon, allez, on le fait juste avec les témoins. Tu sais, on s'était dit ça, on le fait juste avec les témoins, le sacrement, et puis en fait, c'est bon, c'est fait. Et en même temps, j'arrivais pas à faire ce deuil-là et à me dire vraiment, on va le faire à 6 personnes, 8 personnes. Donc ça aussi, je tergiversais beaucoup, donc ça rendait côté ambivalent de bon, allez, on le fait à 5 personnes, 10 personnes, et puis après c'était non, mais allez, on va faire au moins 80. Je sais pas si tu te rappelles, il y a ma sœur. On s'était dit, allez, ma sœur, elle s'était dit, allez, je vais t'aider, je vais un peu te driver, te manager. Et d'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, on avait calé une première date. Et on l'a annulé, ouais. Et à partir du moment où on a calé la date, je somatisais, je me réveillais la nuit, je faisais des attaques de panique, je faisais des crises d'angoisse. Franchement, je veux dire, je somatisais, j'endormais plus la nuit, ça devenait obsessionnel. Je m'imaginais le jour J où les gens me regardent et tout. Et j'étais humilié, j'avais déjà fait tellement d'années de thérapie, tellement de choses là-dessus. Je continuais d'essayer de travailler en thérapie et tout. J'arrivais pas à le dépasser. Et ça, c'est vrai que du coup, à chaque fois, on a tergiversé, quoi. Et ça a duré des mois et des mois où on le fait pas, on allait voir le prêtre. Du coup, j'ai perdu le calcul. On a mis combien de temps après les fiançailles à se marier, en vrai? 1 an et demi. Après les fiançailles, on a mis un peu plus d'1 an. Parce qu'on s'est fiancé en janvier, on s'est marié en avril. Oui, c'est ça. À peine un peu plus d'1 an. Mais alors que normalement, on aurait dû se marier 1 an après, à peu près. Parce que je crois que c'était prévu en octobre. Et on s'est retrouvés à se marier en mars. Ouais, après en avril. En avril, ouais. Donc. Ouais. Dur. Non, et c'est vrai que moi, j'ai hyper mal vécu. C'est difficile. Mais en fait, c'est moi, j'étais insécurisé à vivre ça parce que pour moi, je voyais ce jour du mariage, encore une fois. Bon, les gens peut-être auront du mal à comprendre, mais vraiment, le fait d'être le centre de l'attention. Et moi, je lui disais, on s'en fout du marié. Tout le monde rigolait, disant, oh, regarde la mariée. On s'en fout du marié. C'est la mariée. Là, on a beau post-rationaliser, mettre du néocortex et je sais pas quoi. Quand le reptilien, il croit qu'il va se faire bouffer par le tigre, si bien que ça me réveillait la nuit dans mon sommeil pour dire que ça me travaillait même de manière Non, mais je m'en rappelle. C'est rigolo parce que j'avais accompagné une femme, elle me disait, moi c'est simple, à mon mariage aussi le mec il se bouge pas pour apprendre une danse et danser avec moi à l'ouverture du mariage, mais c'est niette. Moi je me marie pas avec lui. Et moi j'ai écouté, je suis là, ma petite, tu sais pas ce que le Seigneur il te réserve. Moi je l'avais vécu un peu comme un dépouillement. C'est vrai que j'avais vu des beaux mariages et que je m'étais dit, voilà, mon mariage ce sera ci, ce sera ça. Là je l'ai vécu comme un appel à la pauvreté. Et je me suis dit, pourquoi pas, si je peux offrir ça aussi au Seigneur. Je sais à quel point, par moment, on est dans la vanité ou la mondanité. Donc, finalement, j'avais mis du sens sur ce qui se passait pour accepter qu'il y aurait d'ailleurs pas beaucoup d'invités d'ailleurs, franchement, en plus en plein confinement. Donc ça, quelque part, ça a été masqué par le confinement. T'as pas été obligé de tout expliquer à tout le monde qui ne pouvait peut-être pas comprendre. Voilà, c'est passé dans le confinement, on s'est marié en plein confinement. Et d'ailleurs, je dois dire que, attends, juste, excuse-moi, avant que j'oublie, je te coupe la parole, pardon. Il y a une chose qui me faisait beaucoup souffrir dans mon humiliation, c'est que je pense que tout homme, quand il choisit une femme, je te choisissais, je voulais t'offrir une belle journée. Pour les femmes, tu sais, robe de mariée, la famille, les amis, vous avez tous ce truc dans votre cœur et franchement, je me sentais mais vraiment tellement nul en tant qu'homme de pas pouvoir être cet homme, tu vois, qui te choisit devant du monde, devant tes amis et tout ça. Pour moi, c'était vraiment un lieu d'humiliation, de souffrance et j'avais honte. Je portais une vraie honte de pas être capable d'être cet homme qui te fait vivre cette magnifique journée. Et à la fois, j'ai vu aussi un acte d'amour de ta part, de ce que tu viens de dire là, c'est-à-dire que cette espèce de dépouillement, parce qu'on en avait quand même beaucoup parlé de ça, je me rappelle, on avait beaucoup de discussions, tu disais, mais moi, quand même, il faut qu'il y ait mes amis, pour moi, c'est important, et et je comprenais, et en même temps, j'étais obligé que de te parler de là aussi où moi j'en étais, de ce que j'étais capable de te donner, hein.
toujours pareil, il y a l'idéal et puis il y a ce qu'on est capable de faire avec nos limites et nos pauvretés. Et là, je sais si j'étais extrêmement fragilisé à cet endroit-là. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile de pas pouvoir t'offrir, te proposer. Je pense que tout homme rêve de faire vivre une belle journée de mariage, tu vois, que ce soit une célébration. Et malheureusement, j'ai un peu entaché la fête, même si, effectivement, finalement, le contexte a bien fait les choses. C'est que c'était entre 2 confinements, et c'était la période où, soi-disant, on pouvait pas se réunir à plus de 6 ou 10. C'était ça, petit groupe. Fallait pas faire plus de 50 kilomètres. Bon, malgré tout, on a quand même invité de la famille qui ont fait plus de 50 kilomètres. Il fallait les convaincre, parce qu'il y en avait, ils n'étaient pas aussi téméraires que nous. En plus, il y avait l'histoire des masques. Est-ce qu'on met les masques, pas les masques? Est-ce qu'on fait les tests? Là, on a vu ceux qui étaient obéissants. On rentrera pas dans les détails de notre positionnement à nous, on en était par rapport à ça. Voilà, chacun était libre. Mais voilà, on s'est dit, c'est notre mariage, c'est notre journée. Si on doit se plier en 18, rassurer les uns les autres, parce qu'il y en a qui demandaient à ce qu'on les rassure, c'était un peu ça. Tu sais, et les tests, et les masques, et tout ça, et les distances, et voilà. Et en même temps, on s'est dit, non, c'est notre mariage, si on commence à se prendre la tête. D'ailleurs, toi, t'avais été un peu virulente, je me rappelle, en disant, bon, vous faites ce que vous voulez, quoi. Oh, moi, j'avais mille choses comment dire, à penser, je sais pas, mais à vivre plutôt que de me prendre la tête avec ça. D'ailleurs, on voulait même plus écouter les discours de Macron, c'est les gens qui nous envoyaient des messages. Après, on n'avait pas beaucoup d'invités, donc on n'avait pas non plus 100 messages. Je pense que j'ai utilisé un atout que j'ai par moment, c'est de mettre du sens, de plonger dans la prière. Et c'est vrai que je m'étais dit, voilà, ça peut être l'occasion de se dépouiller. Oui, j'avais rêvé, comme beaucoup de jeunes femmes, d'un mariage où bien sûr on se sent belle, où on sent que tous nos proches nous soutiennent et sont heureux pour nous. Et en même temps, je trouvais ça pas anodin que ça m'arrive. Je me disais, bah voilà, au moins je peux offrir quelque chose. Hein, par moment on se dit, j'ai rien à offrir au Seigneur. Et je me suis dit, bon bah là c'est quelque chose à offrir. Et j'ai eu des amis qui ont très bien compris, qui m'ont dit l'important c'est de te marier. J'ai une copine musulmane qui s'est mariée, mais alors comme une lettre à la poste, comme un jour normal. Enfin bref, donc voilà. Et c'est vrai que le jour J, pareil, il a plu. Et là je me dis, waouh, Seigneur. Ouais, donc tu attends vraiment un dépouillement de ma part. Pour moi, c'était vraiment, là je suis sûre que tu m'attends là, à cet endroit. Et là, je regarde, en plus on avait une grande baie vitrée, je regarde toute la pluie tomber, mais vraiment, hein, comme des cordes. Et je me dis, ouais, il n'empêche que j'ai envie de pleurer quand même. Je voudrais bien t'offrir tout ça, mais j'ai quand même envie de pleurer. Je vais aller chez le coiffeur. À quoi ça sert? Ça va me décoiffer avec toute cette pluie. Habillée en blanc avec toute cette pluie, je vais être habillée en grise. Et là, je me suis dit, écoute, je n'ai pas le soleil à l'extérieur, donc mets-le dans mon cœur. Et à partir de là, je n'ai pas eu de tristesse. Et c'était quand même une belle journée sous la pluie, je crois très touchante. Tout le monde pleurait. Pour moi, c'était un appel au dépouillement pour aimer mieux. Beaucoup de choses n'étaient pas l'essentiel. Là, il y avait l'essentiel, c'était qu'on était tourné vers le Christ avec nos témoins, en plein confinement. En plus, la veille, franchement, c'était comme un film américain. Pas que la veille, toute la semaine. Toute la semaine, il y avait que des changements. Le livreur, le traiteur qui ne voulait pas nous livrer. Qui se débine parce qu'il faut faire 10 km de plus. Le gîte, tous les gîtes qu'on avait réservés. Ah oui, s'annule. Il me dit, s'il n'y a pas de modification sur le truc des personnes et tout ça, on avait signé un contrat et tout ça c'est caduc, on pourra pas le faire. Il me dit ça genre 10-15 jours avant. Du coup là, on se retrouve, ok, on n'a pas de lieu. Ça commence, ok, faut qu'on trouve un lieu, et c'était très problématique avec justement toutes les réglementations. En fait, j'avais appelé plein de gîtes et tout ça, et tout le monde me disait la même chose. Tant qu'il n'y a pas de nouvelles annonces et tout ça, on pourra pas. Waouh, déjà ça commençait bien. Ensuite, le traiteur avec qui on s'était engagé, c'était bon, on avait trouvé le traiteur et tout. Il nous lâche. Deux jours avant. Si il y a pas de nouvelles annonces, désolé, je peux pas. On n'a pas de lieu, on n'a pas le traiteur. Et le prêtre, on savait pas parce qu'il y en avait eu qui avaient eu le Covid, donc il pouvait plus nous célébrer. Moi, j'étais allée prier en plus au monastère. Et je me dis, je suis contente que j'ai prié parce que voilà, ça fait beaucoup. Je dépose tout, Seigneur est là. Il y a une annonce. Vous êtes prié de quitter le monastère. Il y a trop de cas de Covid et tout. Nous fermons. Je dis non, je viens de me farcir toute cette route pour finalement rentrer chez moi. J'ai même pas fait ma prière. Ah oui, non, mais j'avais l'impression que c'était fou. Et c'est vrai que la veille, quand on nous a dit, on sait pas qui va célébrer la messe, ils sont tous diagnostiqués Covid. Je me suis dit, waouh, là, c'est tellement fou que je vais m'abandonner. Moi, je me rappelle, je me suis dit là,
on dirait un sitcom, c'est tellement fou que je vais m'abandonner. Et là, j'ai une amie en plus qui m'envoie La joie parfaite de Saint François d'Assise. Et il y avait déjà un couple qui vivait la même chose que nous et qui en avait fait un superbe texte remixé de Saint François d'Assise pour dire que la joie parfaite ne dépend pas de l'extérieur et qu'elle dépend de l'intérieur. Et c'est vrai que on l'a vécu comme tel. On n'a pas eu de traiteur qui a fait le service et on a eu un ami qui a fait le service, qui avait un talent de serveur. Voilà, je pense qu'on l'a quand même bien vécu. Au final, ça a été une très belle journée. Moi, j'ai eu la paix et la joie toute cette journée. Mais quand je dis la paix et la joie, vraiment l'émotion, quoi. La paix et la joie. Presque après, je me suis dit, mais ça se trouve, s'il y avait eu 80 personnes, ça serait vécu comme ça aussi. Cela dit, ça aurait été compliqué au vu du contexte, là, à ce moment-là, de le faire comme ça. Mais vraiment, la paix et la joie. Et effectivement, pour moi, notre mariage, ça a été in simplicitate, c'est la simplicité, le Nazareth. Pour moi, tout était très simple, en fait. Tout était simple. D'ailleurs, on l'avait appelé comme ça, in simplicitate. Ouais, on avait mis ça, et tout avait été simple, et voilà. Tout. Et en même temps, ta maman l'avait joliment décoré. Très joli, voilà, un peu champêtre et tout très joli, mais très simple. Vraiment, la messe, elle a touché beaucoup de gens. Vraiment, je me rappelle encore de Jean-Marie qui me dit, mon frère, franchement... C'est pas tout le temps qu'on voit des mariages comme ça. C'est une des plus belles messes parce que surtout là, pour le coup, tout l'engagement, ça se sentait, puis la liturgie, les chants qu'on avait mis. On était dans une très très belle petite chapelle à Fouzillon, dédicace à Philippe et à Marianne. C'est vrai que voilà, c'est une très très belle chapelle. Et petite chapelle, du coup voilà, on était 25 personnes et en fait on remplissait un petit peu cette belle chapelle et célébré par le prêtre qui avec des enfants magnifiques nous a accompagnés. Enfin voilà, c'était une très 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 belle célébration et c'est vrai qu'il pleuvait, il faisait pas beau, mais pour nous, bah, ça y est, c'était enfin l'aboutissement. En termes, alors ça va faire rire les filles, hein. J'étais quand même en avis de marier un jour de pluie. Les gens avaient compassion. Quand je suis sortie de chez le coiffeur, eh bien, en fait, j'avais un truc sur la tête pour pas me décoiffer. Et les gens disaient, laissez passer la mariée. Ils avaient compassion. Laissez passer la mariée, la pauvre. C'était beau. Et quand je suis arrivée à la mairie, avec ma robe blanche, pour moi, ça aussi, c'était un message très fort. Les gens me faisaient coucou comme ça. Sous la pluie, j'avais l'impression d'être une princesse, quoi. C'était fou. Et ils se mettaient au bord de la route, ils se mettaient contre les vitres, puis ils me faisaient coucou comme ça. Et je me suis dit, c'est fou, en pleine pluie, le message du mariage, en plein Covid, en plein reconfinement, j'avais l'impression que c'était un message de joie. J'avais l'impression que ça faisait quand même du bien aux gens. Enfin, je sais pas, il y a eu quelque chose pour moi d'assez, comment on va dire, insaisissable et imprévu qui s'est passé ce jour-là, comme des petits messages d'humanité, d'espérance en plein milieu d'une période compliquée. Et je me suis dit, c'est aussi ça le mariage. On est un peu en train de dire, on croit en l'amour en pleine pluie, on croit en l'amour au milieu de plein de difficultés. On en a à l'intérieur de nous, il y en a à l'extérieur de nous, et on y croit, et on s'habille en blanc, et en pleine pluie, on y va, on se dit oui. Et j'ai trouvé ça complètement fou. Et j'ai l'impression que les gens le sentaient et que ça leur faisait du bien aussi. Et ce coucou comme ça que les gens me faisaient, moi je pleurais, je disais, mais c'est trop mignon, c'est trop beau. Et puis, je dirais que tout ce temps de fiançailles qui a été encore une fois, on pourrait dire, ça a été des montagnes russes. Et là, on n'est pas rentré trop dans le détail, mais on a vraiment vécu des montagnes russes, des montagnes émotionnelles, des conflits, des incompréhensions, toutes nos blessures. On s'est clashé, et puis on lâchait pas, tu vois, on s'activait dans nos mécanismes de défense, on n'arrivait pas à rester en lien. J'ai une théorie sur ça aussi, c'est que ce qui n'a pas été verbalisé dans nos histoires précédentes, finalement, il va falloir que ça sorte. C'est ça. Et donc, t'as un train de retard. Tu dis à l'autre le truc que t'as pas dit pendant 10 ans. Donc, tout devait être accompli, voilà, sur la table. Tout ça, finalement, nous a préparé à ce qui nous attendait, c'est-à-dire la vie de couple, parce que c'est aussi ça la vie de couple en fait, c'est des obstacles, c'est des difficultés, c'est des conflits, on tombe, on se relève, on commet des maladresses, mais en même temps on s'édifie l'un et l'autre, et voilà. Et c'est vrai que je me rappelle justement sur la période du Covid, quand on racontait à tout le monde, on a vécu là 2 mois et demi, parce que je crois que c'était 2 mois et demi, un truc comme ça, le premier confinement. Et on a raconté un peu aux gens autour de nous, aux amis, aux proches, tout ça, même le père Verlaine, et tout le monde disait en fait vous avez passé le test quoi, parce que c'est vrai que du coup ça a pété dans tous les sens, mais en même temps c'était en ayant passé ça vraiment j'ai pas de boulot, je suis en arrêt maladie, on est à la colle et tout, on s'est dit c'est bon, en passant ça, on l'a passé malgré toutes les difficultés.
c'est bon quoi, on va se préparer. C'est vrai qu'on a eu ce luxe de savoir qui on avait en face. C'est vrai que je pense qu'on vit une époque où si on passe pas par cette case où on voit les aspérités de l'autre, ça fait très peur de s'engager. Là, je savais quand même quelle bête j'avais en face et tu savais aussi de quel bois je me chauffais. Ouais. Après notre mariage, il y a eu un temps qui s'est filé. Voilà, on a été mariés. Je pense que il y a eu beaucoup de paix ensuite vécue. Mais vous voyez, avant d'avoir des enfants, on a vécu un gros clash aussi. Pareil. Et je trouve que la vie, elle est bien faite. Très bien faite. C'est-à-dire qu'il fallait aussi qu'on dépasse certains enjeux. Ouais. Ok, on a dépassé des enjeux pour le mariage, mais il fallait dépasser des enjeux pour les enfants. Et ça s'est fait un peu inconsciemment. On s'en est pas rendu compte. C'est ton témoin de mariage de l'extérieur qui dit « Ah, ça doit être la crise avant les enfants. Il faut nettoyer beaucoup de choses. » Et heureusement, parce que sur le moment, on se dit c'est pas possible, encore des crises, encore des problèmes. Et voilà, il y avait d'autres enjeux sur la table. Et ça nous a purifiés. Et c'est vrai que sur le moment, on voyait pas ce qui se passait. Et juste 1 mois après, 2 mois après, j'étais enceinte et au moins on a pu accueillir les choses aussi avec un horizon plus large. Ouais. Je me rappelle Jean-Marie, mon témoin de mariage, qui du coup m'a beaucoup accompagné, nous a pas mal aidé, mais moi en partie. Et quand je lui racontais ça, alors moi je voyais ça, c'est la tête dans le guidon, c'est difficile, c'est éprouvant, t'en vois pas le bout. Mais quand on est extérieur à ça, on peut comprendre des réalités spirituelles. Et lui qui était passé par là un peu avant, il comprenait bien. Et il me disait, mais en fait le Seigneur il vous prépare, il vous purifie avant d'être. Parce qu'en fait on était très dans des trucs un peu égotiques où en fait on était trop sur nous et on faisait pas assez primer le couple. En fait, c'était vraiment ça. Parce qu'encore une fois, on avait tous les deux nos blessures et tout ça, donc on avait plein de peurs. Et en fait, on faisait pas assez primer le couple, le nous. Tu vois, on était trop dans le jeu, le tu, voilà. Et forcément, tu vas avoir un enfant, à un moment donné, il faut regarder ensemble, faire équipe dans la même direction. Et là, on était encore trop à se regarder l'un face à l'autre et effectivement, le Seigneur, il nous a préparés, purifiés. Et en même temps, toi comme moi, on lâchait pas quoi, parce qu'on est quand même, on résiste bien, donc on s'est frité plein de fois, et parce qu'on voilà, c'est aussi nos tempéraments, donc voilà. Moi, ce que je pourrais dire aussi, c'est que ce qu'on a vécu, bien qu'il y avait de très belles choses, il y a eu plein de choses qui ont été des croix, qui ont été de la souffrance, qui ont été de l'incompréhension, qui ont été de la perturbation émotionnelle et tout ça, et en même temps, je crois qu'on a toujours gardé un fil conducteur depuis le début, un engagement. Tu vois, je crois qu'on s'est toujours engagé dans cette direction, dans ce projet, en prenant notre part de responsabilité, alors à hauteur de ce qu'on pouvait prendre, hein, tu vois ce que je veux dire, de cette remise en question, de demander pardon, mais en fait, on a toujours gardé ce cap-là, et quelque part, même si des fois on a vraiment, c'était très très difficile, en fait, on peut rendre grâce quand même à Dieu, hein, qui a toujours été là quand on avait besoin de lui finalement, et des moments où on se sentait complètement dans une impasse, boum, il y avait une petite lumière qui arrivait. Voilà, on a toujours gardé le cap, et de comprendre peut-être ça, je crois qu'on avait ce réalisme-là, que de toute façon, et on le dit tout le temps dans nos accompagnements, on le dit tout le temps, on a su faire avec le réel. Tu vois, on a toujours fait avec ce réel qui nous était donné de vivre, qui peut-être ne correspondait pas à une espèce d'idéal du couple, du merveilleux, du beau, du romantique, de tout ce qu'on veut, mais en fait on a fait avec le réel. Et ça on le dit souvent, si on n'avait pas fait face à ce réel-là qui a été difficile et éprouvant, en même temps il y avait nos parts d'ombre qui étaient là, donc à un moment donné le réel c'est on fait aussi avec nos parts d'ombre, et tant qu'on n'est pas purifié de toutes ces parts d'ombre, de toutes ces blessures, de toutes ces parts blessées qui sont là et qui nous mettent un peu des cailloux dans la chaussure, en fait on n'avance pas. Et une chose que j'ai beaucoup aimé moi aussi dans toute cette période fiançailles, tout ça jusqu'au mariage, c'est que quand même, tu sais, nous on avait mis à l'époque sur Totokos tous les deux, pour vous le couple c'est, je sais pas si tu te rappelles, t'avais mis grandir à deux. Et pour moi quand même, dès le début on a été ensemble, pour moi on est toujours rentré dans cette perspective de se faire grandir, de discuter, on s'est formé beaucoup ensemble. À l'époque on a fait plein de formations pendant le temps de fiançailles, je te rappelle tous ces week-ends à Laurent Martinez et tout. On écoutait plein de vidéos, le Rav Ben Chetrit, l'abbé Grosjean, on s'échangeait des vidéos, on s'échangeait des bouquins, on parlait sur des bouquins, on s'est formé des week-ends entiers ensemble, tu vois, du samedi au dimanche à bosser, à faire des exercices, à faire nos chartes d'engagement, clarifier nos valeurs, notre projet de couple, nos critères et tout. Et vraiment, je trouve que là on s'est vraiment engagé en mode,
le couple c'est aussi du faire. Ça engage, ça responsabilise. Et je pense que on s'est vraiment donné des moyens de temps, des moyens d'argent, des moyens humains. On n'a pas hésité aussi à se faire accompagner tous les deux. On a pris toutes les perches. Thérapeute, individuel, couple. Pour nous aider à toujours avancer et pour travailler sur les différents plans spirituel, plan plus psychologique, émotionnel. Et moi j'aimais trop ça parce qu'en fait, on voit qu'on s'édifie l'un et l'autre, qu'on se fait grandir. Et est-ce que c'est pas ça le couple finalement? C'est de s'édifier, de se faire grandir. Et même si encore une fois ça passe par des moments qui sont difficiles, douloureux, perturbants, désagréables, mais encore une fois si on fait avec le réel, dans ce réalisme-là, dans cette maturité-là, en fait, ce que je vis, c'est ce que je dois vivre, en fait. Il n'y a pas de, j'aimerais pas vivre ça, ça devrait pas être ça. Tu vois, le mariage, toi, tu pourrais très bien te dire, ben non, mais moi, c'est pas ça, il en a hors de question, moi, je vais vivre un beau mariage, et puis moi, et en fait, en faisant ça, ben, on se coupe de ce qui est possible de vivre. Tu vois, parce que moi, c'est aussi revenir à l'essentiel, hein. C'est aussi, à chaque fois, dans le couple, ok, c'est, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus épanouissant? Qu'est-ce qui est l'essentiel? Donc, je trouve que les crises viennent nous dire ça, en fait. Quel est l'absolu? Quelle est la nécessité? Parce que si on enlève tout le surplus, qu'est-ce qui reste? Et à quoi sert le surplus si on n'a pas l'essentiel? Donc je trouve que ça sert toujours les crises pour ça, même si sur le moment c'est sûr. Enfin moi la première réaction c'est je nous juge, je dis c'est pas possible, on se débrouille trop mal, on est les pires. Enfin voilà, moi c'est ça mon travers. Et je voulais raconter aussi, et je voudrais dire que c'est important quand on est trop dans le dur de prendre un tiers. Et nous, c'est vrai, on a pris tiers psychologique, spirituel, individuel, couple. On a pris toutes les perches. Et une fois, on était mort de rire parce qu'on est toujours un peu sur ce spectre des blessures, les problèmes psychologiques, est-ce que l'autre il prend sa part, etc., etc. Et on va voir un prêtre et tout. Tout le monde dit qu'il est bien pour le couple et il est vraiment bien pour le couple à l'abbaye La Grâce. Et on lui raconte et on lui dit mais on a un gros doute parce qu'en fait là on est ensemble, on se fait l'enfer, on se fait vivre l'enfer, la vie est impossible, on comprend pas pourquoi. Enfin bref, on lui raconte tout et puis il nous regarde comme ça, il dit non, vous êtes pas trompés dans le discernement, je pense que vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Juste vous êtes trop ensemble. Et là on s'est regardé. On était déjà mariés, on a été morts de rire, hein. On était morts de rire quand il t'a sorti ça parce qu'on n'avait même pas capté qu'en fait on était tout le temps ensemble. C'était du bon sens. C'était vraiment du bon sens, mais c'est vrai que nous on psychologise souvent, on va chercher le détail du truc compliqué et quand on lui explique, il nous écoute, il dit mais en fait vous êtes trop ensemble tout le temps, c'est normal, vous vous étouffez, vous n'avez pas d'espace, donc forcément ça c'est comme si vous êtes une cocotte minute, vous êtes là et ça bouillonne en fait, voilà. On travaillait ensemble, on faisait tout ensemble en fait. On était tout le temps ensemble, collés ensemble et forcément à un moment donné on n'a pas d'espace, pas de respiration et en fait tout s'exacerbe d'une certaine manière. Et c'est vrai que là il nous avait fait, on appelle ça un recadrage, mais alors il nous a fait un recadrage, franchement 2 chez recadrage quoi. Effectivement ça nous avait, d'ailleurs il nous avait bien aidé sur quelques séances. Je sais plus comment il l'avait dit, mais il avait dit, écoutez, il y a aucun doute. Vous n'êtes pas trompé dans votre discernement. Moi, je pense quand même que vous avez bien été préparés l'un pour l'autre, mais vous êtes trop ensemble. Le problème, c'est que vous êtes comme ceux qui sont en vacances. En fait, au bout d'un moment, ils en peuvent plus parce que ils sont toujours ensemble. Et vous vivez comme ça parce qu'on travaille ensemble. Et du coup, au final, on a conclu de rajouter une pièce bien séparée de la maison, un peu plus loin de la maison pour avoir un petit sas, avoir une petite coupure. C'était vraiment, vraiment très, très drôle. Et on s'attendait à ce qu'ils nous disent, ah, ça a travaillé. Moi, j'étais en mode, ok, qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai pas travaillé? À quel endroit je suis pas assez humble? À quel endroit je prends pas ma part? On était vraiment en mode, qui c'est qui a pas pris sa part? Ah non, mais là, vous êtes trop collés. C'était des choses très simples. Ce que j'appelle le bon sens paysan, quoi. Le truc bien enraciné, bien simple, déjà, les bases. Et aussi, peut-être une chose à dire par rapport à ça, c'est que, en fait, faut comprendre que, pour discerner et bien discerner dans le choix du partenaire, dans est-ce que vraiment on peut avancer ensemble dans la bonne direction, on a besoin des tiers. On peut pas discerner tout seul. On pouvait pas voir ça. On a besoin des tiers. Je le disais là ce week-end, j'étais à Cotignac. En fait, pour discerner, on doit en parler à des gens. Moi, j'ai dû en parler à Jean-Marie, mon témoin de mariage. J'en ai parlé à Daniela, qui était ma témoin de mariage. On a parlé à des prêtres, on a parlé un peu à des psys aussi. Enfin, on a besoin en fait de parler à des tiers pour prendre du recul sur ce qu'on vit, pour avoir du feedback par rapport à ça.
Et c'est ça qui nous permet un peu d'élaborer, de clarifier, parce que des fois on est trop pris dans nos aveuglements. Et par moment de se rendre compte que tout le monde passe un peu les mêmes caps, avec une intensité différente. Nous on est assez intense, donc c'est très intense. Très très intense. Mais en fait tu te rends compte, des gens ils le vivent en feu doux quand nous on est en feu fort. En fait le fait d'en parler à des tiers, ça permet de prendre du recul. Prendre du recul, ça veut dire en objectif, on met à distance. Parce qu'on met des mots, la personne nous écoute, nous renvoie, nous restitue quelque chose peut-être avec un angle de vue. Et en fait, ça permet de relativiser. Tu vois, le truc, quand t'es pris dans ta blessure d'attachement, là, dans ton mécanisme de défense, c'est ton reptilien qui dit attention danger, je vais mourir, je vais crever. Sur le moment, t'es persuadé que t'es au fond du trou, que la relation, il y a aucune impasse, tu vas mourir, ça va jamais marcher, je peux pas compter sur l'autre, si je compte pas sur l'autre, je vais mourir, je vais pas y arriver. En fait, quand t'en discutes avec quelqu'un qui t'aide à relativiser, en fait, tu te dis non, mais en fait, ça va, quoi. C'est juste qu'on s'est engueulé, on s'est pas compris, ok, machin, on s'est appuyé chacun sur nos blessures. À ce moment-là, on se crache un peu du venin à la gueule. Puis en fait, c'est juste ça qui se passe, c'est que de l'émotionnel mais ça remet pas du tout en question la relation, l'engagement, l'honnêteté, les valeurs et tout ça. Et pour moi, c'est important, ça peut être un vrai danger, d'être seul, de pas se faire accompagner. Pour moi, dès qu'on traverse des crises, faut comprendre que la crise, elle est toujours salutaire. La crise est toujours salutaire, sauf que soit on voit la crise comme oh merde, c'est un problème et il faudrait pas que je vive ça et c'est pas normal, et on résiste face au réel. Mais la crise, c'est souvent pour amener quelque chose un renouveau, et c'est souvent même. Oui, mais on peut douter de soi. Moi, j'ai beaucoup ça. J'ai beaucoup d'appréhension quand arrive une période de crise. Est-ce que je vais trouver les ressources? Est-ce que je vais être capable, en fait, de prendre ça comme un défi et d'en faire quelque chose de bien, de faire de ce mal un bien, parce que c'est quand même un mal, hein. Donc, on peut aussi douter de soi, douter de l'extérieur. Est-ce qu'il existe des ressources? Moi, à chaque crise, j'ai toujours l'impression que j'aurais pas ce qu'il faut. Et il y a des solutions, mais je trouve que ce sont aussi des impasses. On voit notre monde limité et c'est un appel à aller au-delà. Et on connaît pas la suite, c'est aller de l'autre bord, on connaît pas l'autre bord, donc c'est quand même une mort et c'est quand même un grand doute, c'est quand même un grand vide. Et on se sent pauvre et c'est là qu'on va recevoir autre chose. Et puis je voulais aussi dire que ensuite nous a attendu la vie de parents. Et là, c'est les défis dont on entend bien souvent parler. Hein, je me rends compte sur les comptes Instagram. Quand on élabore le projet ensemble, on se demande qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que moi je veux. On n'est tellement pas dans le concret que on est forcément à un moment donné dépassé par ce qui se passe. La fatigue, l'éducation des enfants, les petits détails dont on n'a pas parlé, ton enfance, mon enfance. Forcément, on va jouer sur l'enfant des tas de conflits. On n'est pas d'accord, des points de vue, des expériences différentes, des peurs différentes. Les peurs de la maman sont pas souvent les mêmes que les peurs du papa. Et donc voilà, là forcément, on a dû apprendre aussi à se dire waouh, oui, on est d'accord sur le fond, mais ensuite après sur la forme, on s'y prend pas du tout de la même façon, on n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes objectifs en tête. Donc là, ça a été d'autres conflits, mais que bon, là aussi tout le monde traverse. Mais c'est rigolo parce que quand maintenant je dis dans le projet, quelle éducation des enfants vous voulez? Est-ce que tu lui as demandé comment il veut éduquer ses enfants? Comment toi tu veux les éduquer? Et on a toujours l'impression qu'on est d'accord. Et en fait, une fois qu'on est dans le dur, on se dit ah ouais, en fait, quand ça se matérialise, on n'est pas vraiment d'accord. Bon, et voilà, mais je crois que c'est comme ça. Hein. On apprend sur le tas et surtout. Souvent David il dit ouais, si on savait tout ça avant de se marier, on le ferait pas. Et je me dis heureusement, on savait pas qu'en fait ça soulève beaucoup plus de volets. Sur la parentalité, je pense que si on réfléchit trop, qu'on est trop mesuré, si on est trop probablement qu'on se lance pas, ou alors on se lance puis on fait un enfant et peut-être on arrête là ou un deuxième. À un moment donné, c'est une ouverture à la vie et c'est aussi une fécondité. Par contre, il y a à chaque fois la responsabilité qui vient avec. Un enfant, c'est des responsabilités. Un deuxième, c'est encore plus. Un troisième, encore plus. Ça augmente les défis. Il y a nourrir le couple, prendre soin de ses enfants, les maintenir en vie parce que c'est quand même la première fonction. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de défis. Nous, on a la société en commun. Enfin, voilà. C'est des défis. C'est vrai que nos enfants, ce sont aussi nos maîtres d'une certaine manière. C'est vraiment nos maîtres dans nos vies. Et c'est vrai que ça nous fait grandir, ils nous font grandir chaque jour, mais c'est un sacré défi. Et d'ailleurs peut-être que un peu plus tard on fera, je pense, un épisode sur un peu la parentalité, peut-être les défis, les enjeux pour un couple quand on est jeune parent, parce que
c'est des périodes où il y a beaucoup de couples qui se séparent parce que justement, ça fait traverser des crises. Ça fait traverser des crises dans le couple. Et donc, je pense qu'on en parlera, on en témoignera. En tout cas, voilà, je pense qu'on peut rester là voilà. pour cette fois-ci. La prochaine fois, on part peut-être un peu plus sur d'autres sujets, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, j'ai déjà en tête toute déjà en tête des sujets. Voilà, là, le but, c'était un petit peu de vous partager un peu, voilà, notre parcours d'où on vient. Vous voyez, c'est pas la belle histoire d'amour hollywoodienne, ou alors peut-être si on aurait pu en faire un film hollywoodien parce que c'était avec les scénarios, sacrés scénarios et sacrés rebondissements. Mais voilà, simplement une histoire de deux âmes humaines qui se sont rencontrées. Et voilà, on vend pas du rêve. L'idée, c'est toujours ça. Nous, on aime bien ne pas vendre du rêve. Faut pas trop idéaliser les choses. Faut faire avec le réel. Oui, ceux qui nous idéalisent, venez chez nous, vous allez vite redescendre. Voilà, comme aime à le dire Laurent Martinez, un thérapeute qu'on aime beaucoup, un homme qu'on aime beaucoup. Le réel est plus fort que toi. Le réel sera toujours plus fort que vous. Le réel, c'est Dieu. Vous pouvez vous battre avec Dieu. Vous pouvez vous chercher supérieur à Dieu, toute puissance, je maîtrise. Pour moi, c'est un manque de maturité. C'est un manque de réalisme, de face à la vie, au réel. Mais le réel est toujours plus fort que vous. Donc, ne cherchez pas à vous battre avec. Cherchez à faire avec, à danser avec. Et en même temps, hein, pour te contredire, puisque j'aime bien te contredire, je suis là pour ça. Nous sommes maîtres l'un pour l'autre, dans le sens où nous sommes là aussi pour... Vous savez que c'est pas la cote d'Adam, hein, c'est l'alter ego d'Adam. Je te mets une personne en face de toi qui te tient tête. Jacob se bat contre Dieu. Bien sûr. Hein, donc il se bat contre, on pourrait dire, le réel. Et pourtant, c'est aussi ça qui lui vaut un changement de nom. Exactement. Moi, je m'identifie énormément à Jacob et je me bats souvent avec Dieu, mais en même temps, on se bat un peu contre soi ou contre le vent. Mais il a quand même gagné. Bon, il s'est brisé la hanche, mais enfin, il s'est cassé la hanche, mais il s'est déboîté la hanche. Dieu, il nous laisse nous débattre dans tous les sens, sauf que on peut trouver un chemin des fois un peu plus. Il se bat avec, hein, il a un bon adversaire parce que tu as été fort contre Dieu. Bon, donc on se battra quand même un peu avec le réel, beaucoup si on a beaucoup de force et un peu si on en a pas trop. À moins qu'on soit des êtres réalisés, éveillés, mais on se réalise par cette bataille. Hein. Je sais pas si on y arrivera un jour. Donc oui, le réel est plus fort que nous et en même temps, voilà. Voilà, Dieu est grand. Il nous édifie, Dieu est grand. Voilà, et l'amour, ben y a rien sur terre qui n'est plus beau que l'amour. Ouais, mais il est en marche. Et il est action. Il est en marche, voilà. Mais pas, y a pas de parti politique, attention, hein. Y a pas de parti politique, c'est apolitique. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Oui, mais c'est une personne ce week-end qui m'a dit, En Marche, mais ça fait penser à Macron. Oh là là, j'ai dit, mince, j'ai pas pensé à ça. Oh là là, c'est une association qui est faite, surtout pas. Vite, on va l'appeler l'amour en chemin. L'amour en chemin. Non, l'amour en marche, c'est bien, mais on a eu l'idée avant qu'il y ait le parti politique qui soit créé. Non, même pas. On va dire ça. Non, mais non. Bon. Eh ben, écoutez, à bientôt. À la semaine prochaine. Pour notre podcast. Ouais. Salut. Bon, coucou les filles. S'il fallait qu'il y ait un mariage pluvieux, eh ben c'est pour nous. Il pleut des cordes. Mais voilà, le Seigneur nous donne le soleil dans le cœur. Donc voilà, on est contents. Ça y est, on est mariés. Tout le monde est à bord. Je parle à Olivia et à Dounia et Eva est claquée, est fatiguée. Mais elle a porté les alliances et ça y est. Nous sommes enfin mariés officiellement devant Dieu, devant Madame le maire. Et voilà, nous allons profiter, nous allons fêter tout ça maintenant. Voilà, donc je me suis un peu réchauffée, mais après il faudra affronter la pluie. Et c'est pas des blagues, hein, il n'a pas plu comme ça depuis un mois. Donc c'est tombé sur nous. Ah, on va savoir.